Bonjour, chers abonnés. Bienvenue sur la chaîne HOS, Histoire d'horreur en scooter. Japon féodal. Le pont d'Ouarambushi, la malédiction réelle qui engloutit ceux qui osèrent le traverser. Probablement as-tu déjà entendu parler de Yamanashi, terre de batailles et d'embuscades. Mais ce que peu se rappellent vraiment, c'est le pont d'Ouarambushi, suspendu dans le silence. Là, des courtisanes furent trahies par des guerriers et précipitées vers les eaux du Tenryū. Depuis, la mémoire du lieu n'a jamais cessé de respirer comme une plaie ouverte dans la nuit. Les habitants jurent entendre des rires étouffés, des pas suspendus et un écho sans fin. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, le Japon sombrait dans un chaos sanglant incessant. Le shogunat s'effondrait, les clans s'affrontaient et chaque province devenait un champ de ruines. Les routes stratégiques traversaient montagnes et vallées, marquées par le bruit des armées. Les paysans fuyaient, laissant derrière eux villages brûlés, rizières mortes et temples détruits. Chaque pas résonnait comme l'annonce d'une guerre sans fin, nourrie de trahisons silencieuses. Les chroniques militaires décrivent une époque où le fer et le feu dictaient l'ordre brutal. Yamanashi, enclave de vallées profondes, devint carrefour vital pour convois et embuscades. Les seigneurs locaux y imposaient des taxes, pillant autant les vivants que les voyageurs. Des cartes anciennes montrent des lignes brisées, routes étroites bordant falaises instables. Les rivières servaient de frontières mouvantes, engloutissant autant d'hommes que de bêtes. Les récits des moines, restés cachés dans leurs monastères, décrivent le ciel chargé de cendres. Ils notaient des pluies noires, s'écrasant sur les sols fendus par les sabots et les lames rougies. Les tambours de guerre roulaient à travers les collines, comme des battements funèbres imposés. L'air empoisonné par les bûchers faisait suffoquer les femmes et les enfants dans les abris. Dans ce vacarme, le silence des innocents se perdait, oublié parmi les chroniques guerrières. Mais au milieu de ce chaos organisé, une ombre particulière s'étendait dans la vallée reculée. Un pont suspendu, frêle et solitaire, fut bâti au-dessus du courant sombre du Tenryū grondant. Pour les clans, il n'était qu'un passage militaire, une artère logistique au prix de vies perdues. Pour les habitants, il devint une frontière invisible, marquée par un frisson à chaque traversée. Et certains murmuraient déjà qu'il retenait plus de voix que de pas, au-dessus du vide. Au cœur des montagnes, Yamanashi était un nœud vital reliant les provinces fracturées par la guerre. Les routes sinueuses traversaient des vallées encaissées où chaque défilé devenait un piège mortel. Des cartes militaires de l'époque montrent ces artères comme des veines alimentant les armées. Les seigneurs savaient que contrôler ces passages revenait à étrangler les provinces voisines. Chaque pont, chaque sentier creusé dans la roche, représentait un atout décisif pour survivre. Les chroniques rapportent que les convois de riz, d'armes et de poudre passaient par Yamanashi. La région servait de corridor obligé pour les campagnes, réduisant les marges de manœuvre. Les villages frontaliers vivaient dans la peur constante des pillages ou des réquisitions armées. Les habitants enterraient vivres et outils dans les collines pour échapper aux bandes errantes. La route du Tenryū devint rapidement synonyme de richesse et de désolation à parts égales. Des témoins évoquent des files interminables de soldats avançant dans le brouillard des vallées. Les bruits des sabots, mêlés aux cliquetis d'armes, formaient une symphonie martiale oppressante. Les chroniqueurs comparent Yamanashi à une gorge respirant le souffle même de la guerre civile. Chaque colline dominait une route, et chaque route portait le poids du sang versé pour la tenir. Le pont d'Ouarambushi, fragile passerelle, devenait une cible dont l'importance dépassait sa taille. Ainsi, le destin du lieu ne fut pas scellé par hasard, mais par une logique stratégique impitoyable. Les courtisanes promises à la trahison furent d'abord victimes d'une géographie sans clémence. Yamanashi, réduite à ses routes, fut plus qu'un territoire. Il devint un théâtre d'effroi permanent. Et le Tenryū, rivière sombre, enregistrait chaque passage comme une mémoire de guerre muette. Déjà, les rumeurs disaient que certains voyageurs n'atteignaient jamais l'autre rive intacte. Le pont d'Ouarambushi fut construit à l'époque où les seigneurs craignaient plus l'eau que l'acier. Il reliait deux falaises abruptes, suspendues par des cordes épaisses, défiant la fureur du Tenryū. Les chroniques locales racontent qu'il fut édifié à la hâte pour relier des routes stratégiques vitales. Les villageois durent couper des forêts entières pour fournir le bois nécessaire aux charpentiers. Chaque poutre grinçait comme si elle pressentait le poids de mort future qui viendrait à la hanter. Les rapports anciens décrivent une passerelle instable,
battus par les vents glacés des vallées. Ce n'était pas un lieu de gloire, mais une nécessité logistique, un raccourci imposé aux armées. Des scribes évoquent que son nom, Oiran Bushi, fut d'abord murmuré dans les bordels voisins. Les courtisanes savaient qu'un pont isolé pouvait servir de passage ou de tombeau dissimulé. Ainsi, dès son origine, la construction portait déjà les ombres des usages les plus sinistres. Les cartes anciennes montrent le pont comme une simple ligne fragile traversant un gouffre noir. Le Tenryū rugissait en contrebas, emportant arbres, cadavres et parfois même chevaux entiers. Les voyageurs notaient que traverser Oiranbushi revenait à défier à la fois l'homme et la nature. Les soldats le franchissaient en silence, conscients que chaque pas pouvait les précipiter au néant. Et certains jurèrent avoir entendu déjà des rires féminins portés par le vent depuis l'autre rive. Avec le temps, l'ouvrage devint plus qu'un passage. Il devint un symbole de fragilité mortelle. Les clans se disputaient son contrôle, sachant qu'ils pouvaient décider de l'issue d'une campagne. Mais pour les habitants, Oiranbushi resta un lieu d'appréhension, une cicatrice ouverte au ciel. On raconte qu'au crépuscule, les cordes vibraient seules, comme animées d'une respiration. Et les anciens prévenaient que ce pont avait été construit pour prendre plus qu'il ne donnait. Dans le Japon féodal, les Oiran n'étaient pas seulement des femmes offertes, mais des instruments politiques. Elles servaient aux alliances, séduisant les seigneurs et transmettant des secrets derrière des paravents. Leur beauté et leur art de la conversation faisaient d'elles des armes silencieuses au service des clans. Les archives révèlent qu'elles circulaient de forteresse en forteresse, comme des butins raffinés de guerre. Chaque sourire était une monnaie d'échange, chaque geste un serment contraint par la hiérarchie. Elles portaient des kimonos somptueux, lourds de tissus brodés, cachant souvent blessures et lassitudes. Les récits évoquent leurs cheveux ornés d'épingles d'or, scintillant même sous la lumière des torches. Leur rôle dépassait l'intimité. Elles transmettaient des nouvelles, des rumeurs, parfois des ordres voilés. Les seigneurs savaient qu'en offrant une Waran, ils offraient plus qu'un corps, mais une clé d'influence. Ainsi, elles devinrent à la fois trésors convoités et victimes sacrifiées dans l'engrenage militaire. Le peuple les regardait avec un mélange de fascination et de peur, entre respect et malédiction. On disait que leurs pas portaient l'empreinte de leur maître, qu'elles n'étaient jamais vraiment libres. Elles avançaient en procession, parfums lourds, emplissant les ruelles étroites des cités fortifiées. Les moines les décrivaient comme des ombres dorées, condamnées à servir une guerre éternelle. Et certains affirmaient que leur voix résonnait comme des prières qu'aucun dieu n'écoutait. Mais derrière les rires peints et les éventails, s'étendait une fatigue que nul ne voulait reconnaître. Elles incarnaient la beauté utilisée comme piège, le luxe arraché à des destins condamnés d'avance. Les chroniques rapportent que plusieurs furent promises aux guerriers en guise de récompense. Ce fut dans ce contexte que des Waran furent envoyés à Yamanashi, sous une promesse mensongère. Et déjà, l'histoire s'assombrissait, annonçant le piège invisible tendu au bord du Tenryū. Les archives mentionnent qu'un convoi de femmes fut organisé, escorté par des soldats impassibles. Elles furent arrachées à leur maison close, sans explication, promises à un service illusoire. Le voyage traversait des routes montagneuses, marquées par la faim, le froid et les regards voilés. Chaque pas résonnait dans les sentiers étroits, ponctués par le cliquetis métallique des armures. Les chants forcés couvraient à peine le silence pesant des vallées, témoins d'un destin imposé. Les chroniqueurs décrivent leurs silhouettes fragiles, avançant entre deux rangs de guerriers. Leurs kimonos s'alourdissaient de poussière et de pluie, effaçant les motifs brodés de soie. Elles marchaient sans savoir que leurs pas étaient comptés vers un lieu déjà marqué par la mort. Les habitants qui observaient en silence évitaient de croiser leurs regards remplis de résignation. Certains murmurèrent que les fleurs de printemps se fanaient plus vite ce jour-là dans les champs. Les soldats, eux, restaient muets, exécutant l'ordre transmis comme une tâche sans importance. Leurs visages fermés reflétèrent la froideur d'hommes habitués aux massacres et aux trahisons. Le convoi franchissait les collines, disparaissant parfois dans des nappes épaisses de brouillard. Les chevaux hennissaient nerveusement, comme s'ils pressentaient l'écho d'un piège invisible, et le Tenryū grondait au loin, rappelant que chaque rivière servait de tombe aux indésirables. Plus tard, les témoins dirent avoir entendu des rires forcés, résonnant dans les vallées désertes. Ces voix, mêlées aux tambours de guerre, semblaient déjà flotter au-dessus du destin des femmes. Leur transfert n'était pas un voyage, mais une procession sacrificielle vers une fin irrévocable.
Le pont d'Oirambushi les attendait, suspendu comme une gueule ouverte au-dessus de l'abîme. Et la nuit qui tombait effaçait déjà les traces de leurs pas dans la poussière des chemins. Les archives rapportent qu'aux femmes, on avait promis fêtes, rires et banquets dans les forteresses. Elles croyaient devoir danser pour des seigneurs, offrir musique, gestes gracieux et illusions fragiles. La promesse d'un service élégant masquait en réalité une sentence de mort déjà rédigée ailleurs. Elles ignoraient que leur voyage était un piège, maquillé en cérémonie de gloire pour les armées. Les soldats parlaient peu, détournant les yeux comme pour cacher un serment noir qu'ils portaient. Les chroniqueurs affirment que certains guerriers évitaient même de croiser leurs regards troublés. Les femmes demandaient parfois le sens du silence, recevant pour seule réponse un pas plus rapide. Leur destin avait été décidé dans l'ombre, comme une offrande nécessaire au dieu de la guerre. Les kimonos chargés de poussière ne masquaient plus la vérité. Un poids invisible les écrasait. Chaque sourire forcé devenait un masque fissuré, incapable de cacher la peur sous-jacente. Les rumeurs disaient qu'un stratagème avait été conçu pour laver un honneur perdu par les clans. Les femmes étaient promises comme gages, mais leur présence rappelait des dettes trop anciennes. Les seigneurs savaient que l'élimination silencieuse pouvait être maquillée en sacrifice discret. Ainsi, la fausse promesse devint le prélude d'un rituel, déguisé sous les apparences de divertissement. Les tambours résonnaient au loin, couvrant déjà la vérité d'un voile sonore lourd et menaçant. Plus tard, les villageois jurèrent avoir entendu des éclats de rire portés par le vent des collines. Mais aucun banquet ne fut dressé, aucune salle illuminée ne les attendait derrière les portes. Leur chemin s'arrêtait au bord du Tenryū, là où le pont d'Oirambushi se balançait dans l'obscurité. Et la nuit, lourde et oppressante, avalait chaque souffle comme pour garder le secret du piège. Ce silence fut l'ultime promesse tenue, et il résonna bien plus fort que toutes les autres. Les chroniques mentionnent qu'à la tombée du soir, les guerriers préparèrent une mise en scène noire. Ils avaient disposé des torches autour du pont, éclairant la vallée comme un théâtre silencieux. Leurs visages fermés reflétaient une résolution glaciale, décidée loin des regards des victimes. Des cordes furent vérifiées, des lames affûtées, tout semblait orchestré avec une précision funeste. Chaque geste préparait non pas une fête, mais un massacre dissimulé sous l'ombre de la nuit. Les témoins oraux parlent de murmures étouffés, d'ordres transmis dans un silence oppressant. Les tambours de guerre s'étaient têtus, remplacés par le bruissement du vent à travers les branches. Les guerriers se mouvaient comme des ombres, leurs armures cliquetant à peine dans la pénombre. Le Tenryū grondait en contrebas, avalant déjà les sons comme s'il savait ce qui allait advenir. Chaque minute écoulée rapprochait les femmes d'un abîme qu'elles ne pouvaient encore soupçonner. Les soldats, dit-on, évitaient d'échanger un mot de trop, craignant de rompre l'équilibre du plan. Leurs mains posées sur les lances tremblaient parfois, mais aucun n'osa défier l'ordre établi. Les lanternes accrochées au cordage projetaient des ombres vacillantes aux formes inquiétantes. Ce spectacle muet transformait le pont en un autel sacrificiel préparé pour une offrande humaine. Et les rires forcés des femmes, exigés par leurs gardiens, sonnaient comme des échos déchirés. Quand la nuit fut complète, le silence se fit si profond qu'il semblait avaler jusqu'aux respirations. Le ciel s'assombrit d'un voile sans étoiles, comme si même la lune refusait d'éclairer la scène. Les cordages vibraient seuls dans le vent, émettant un gémissement semblable à une plainte sourde. Les guerriers levèrent les torches, et l'éclat du feu fit danser des ombres difformes sur le bois. Et c'est alors que les pas des femmes résonnèrent, approchant du piège tendu au-dessus du vide. Les femmes furent poussées en file vers la passerelle, leurs pas lents résonnant dans le silence. Les torches projetaient sur leurs visages des ombres qui accentuaient la peur gravée dans leurs yeux. Le bois du pont gémissait sous leur poids fragile, chaque planche semblant annoncer la rupture. Les soldats refermaient les rangs derrière elles, coupant toute possibilité de fuite ou de retour. Le Tenryū, en contrebas, rugissait comme une gorge ouverte prête à dévorer les condamnés. Les récits tardifs disent que certaines priaient, murmurant des mots que nul ne comprit jamais. Le vent soulevait leurs kimonos, dévoilant des soies déchirées par le voyage et la poussière. Chaque pas vers le centre du pont ressemblait à une marche funèbre au rythme des cordages. Les guerriers observaient sans un mot, seulement éclairés par les flammes vacillantes des torches. Dans leurs yeux se lisait une décision implacable, scellée avant même l'arrivée des victimes. Les courtisanes, épuisées, tentèrent de sourire encore, croyant à une cérémonie attendue, mais aucun festin ne les attendait,
Aucune musique ne résonnait au-delà du gouffre suspendu. Les cordes craquaient, emportant dans le vent le parfum des fleurs accrochées à leurs cheveux. La procession se transforma en un rituel d'ombre, marqué par le battement sourd de la rivière. Chaque souffle retenu devenait une prière suspendue entre la vie et la chute imminente. Les habitants, depuis les collines, apercevaient les lueurs dans la nuit mais restaient muets. Ils savaient que ce passage n'était pas une fête, mais une page obscure gravée dans la vallée. Les femmes atteignirent enfin le centre du pont, entourées de silence et de flammes tremblantes. Leurs ombres s'allongeaient jusqu'au néant, effaçant leurs silhouettes dans l'air froid du soir, et le vide semblait déjà s'ouvrir sous elles, annonçant le sort qu'aucune n'aurait pu fuir. Les récits transmis affirment que les cris percèrent la nuit, aussitôt avalés par le grondement du fleuve. Des villageois disent avoir vu les silhouettes basculer dans le vide, bras tendus vers le néant. Le bois du pont vibra comme frappé par une tempête, puis se tut, laissant place au rugissement. Certains jurèrent avoir entendu le claquement des kimonos emportés par la violence du courant. Le Tenryū, sombre et impitoyable, referma sur elle ses vagues comme une tombe liquide éternelle. Les femmes disparurent une à une, happées par la noirceur, sans qu'aucune ne reparaisse ensuite. Des témoins disent que le flot se couvrit de soie déchirée, flottant un instant avant de sombrer. La lune absente rendait la scène invisible. Seuls les échos suffisaient à peindre l'horreur vécue. Les soldats restèrent immobiles, leurs torches dressées reflétant la lueur sur l'eau agitée. Un silence pesant suivit la chute, comme si même la vallée avait retenu son souffle glacé. Les anciens rapportèrent que des rires étouffés surgirent ensuite, se mêlant aux flots sombres. Ces sons ne venaient pas des guerriers, mais semblaient monter directement des profondeurs. Certains s'enfuirent, affirmant que la rivière avait répété les voix des femmes sacrifiées. D'autres jurèrent avoir perçu des pas légers continuer à résonner sur le pont déserté. Le témoignage collectif resta incohérent, mais chacun confirma que la nuit devint hantée. Ainsi naquit la conviction que le Tenryū ne garda pas seulement les corps, mais aussi leurs voix. Les générations suivantes répétèrent ce récit comme un avertissement contre la trahison. Les eaux furent considérées maudites, car elles n'avaient pas englouti le silence des victimes. Et le pont d'Oirambushi devint plus qu'un lieu. Il devint mémoire vivante d'une nuit sacrificielle. Encore aujourd'hui, on dit que leurs cris résonnent, portés par le vent dans la vallée étroite. Le Tenryū fut dès lors perçu comme une tombe mouvante, charriant des âmes autant que des eaux. Ces flots rapides engloutissaient tout, rendant impossible toute recherche ou sépulture digne. Les chroniqueurs décrivirent son cours comme un serpent noir ondulant au milieu des montagnes. Les villageois racontaient que même les arbres tombés n'en ressortaient jamais intacts ni visibles. Ainsi, le fleuve devint non seulement un obstacle, mais un cimetière sans croix ni pierre levée. Les récits affirment que les vêtements colorés des Huaran dérivaient longtemps avant de disparaître. Les soies éclatantes se transformaient en drapeaux noyés, marquant la surface d'ombres fugaces. Le courant, impitoyable, emportait chaque fragment vers des gouffres où la lumière s'éteignait. Le bruit de l'eau résonnait comme une plainte continue, rappel d'un sacrifice que nul n'assuma. Ce tumulte devint la voix même de la vallée, un chant funèbre qui ne cessa jamais de vibrer. Les moines consignèrent que des prières furent prononcées au bord du fleuve pour les apaiser. Mais les eaux ne rendirent de jamais de corps, seulement des échos étranges mêlés au courant. Certains affirmèrent voir, dans l'écume, des visages éphémères aux yeux ouverts et suppliants. Les pêcheurs évitèrent les berges, craignant que leurs filets n'accrochent plus de chair que de poissons. Le fleuve devenait une frontière, un abîme interdit, séparant les vivants des ombres persistantes. Avec le temps, Tenryū porta une réputation sombre qui dépassa la simple crainte naturelle. Il fut dit qu'il conservait la mémoire de chaque mort, refusant de céder leur voix aux hommes. La vallée entière s'imprégna de ce mythe où l'eau n'était plus un don, mais une malédiction. Oirambushi ne fut plus seulement un pont, mais une entrée vers un monde sans retour possible. Et l'histoire marqua ce fleuve comme une tombe éternelle, plus cruelle que la terre des batailles. Après la chute des femmes, les soldats restèrent figés, leurs torches tremblant dans le vent glacé. Aucun cri ne fut poussé, aucune parole prononcée, seulement un silence plus lourd que le sang. Les armures résonnaient faiblement sous la brise, comme des cloches funèbres battues au hasard. Certains guerriers baissèrent les yeux, incapables de soutenir l'écho invisible qui les entourait.
Le pont vide semblait peser davantage que les corps engloutis dans le courant noir du Tenryū. Les chroniques rapportent que l'ordre fut donné de repartir sans un mot, comme si rien n'avait eu lieu. Les hommes se dispersèrent, effaçant leurs traces dans la poussière et les sentiers boueux. La discipline imposée par leur chef leur interdisait tout regret, tout murmure de rébellion. Pourtant, des témoins affirmèrent avoir vu leurs mains trembler en rangeant leurs armes souillées, et certains jurèrent qu'un silence oppressant suivit les guerriers jusqu'au fond des vallées. Les villageois, observant de loin, ne virent pas de triomphe, mais une marche spectrale de vainqueurs. Les torches s'éteignaient une à une, laissant la nuit reprendre sa place sur les collines désertes. Leurs pas résonnaient comme des coups sourds, frappant la terre d'un poids inavouable. La guerre exigeait des sacrifices, mais celui-ci semblait porter une marque plus sombre encore. Aucun chant martial n'accompagna leur retour, seulement le vent sifflant dans les cordages du pont. Plus tard, certains documents évoquent des soldats hantés par des cauchemars interminables. Ils voyaient des visages de femmes se refléter dans leurs casques polis comme des miroirs brisés. Les voix entendues dans leur sommeil rappelaient les rires étouffés de la nuit de la trahison. Beaucoup choisirent de ne jamais traverser à nouveau Oirambushi, fuyant son ombre pesante. Ainsi, le silence des soldats ne fut pas l'oubli, mais le début d'une mémoire hantée et persistante. Les habitants des vallées proches ressentirent aussitôt un poids nouveau peser sur leur village. Les récits rapportent que le silence des nuits fut brisé par des murmures inconnus et inquiétants. Les familles, craignant la malédiction, évitèrent de s'aventurer près du fleuve ou du pont. Les rizières voisines furent délaissées, les paysans affirmant que l'eau portait un goût amer. Ainsi, l'économie locale déclina, frappée par la peur plus encore que par la guerre environnante. Les moines consignèrent des prières collectives, récitées au bord du Tenryū pour apaiser les âmes. Mais aucune cérémonie ne parvint à calmer les rumeurs de rire perçues au cœur de la nuit. Les enfants furent avertis de ne jamais jouer près du courant, considérés comme une bouche ouverte. Les femmes du village, plus sensibles aux voix, affirmaient entendre des chants noyés dans l'écume. Chaque génération grandit avec la certitude qu'une frontière invisible séparait l'eau des vivants. Les archives locales mentionnent des disparitions soudaines, attribuées au fleuve insatiable. Des voyageurs s'égaraient, et leurs corps n'étaient jamais retrouvés, renforçant la légende. Les marchés perdirent leurs clients, car nul ne voulait franchir les routes menant au pont. Les berges devinrent terres abandonnées, colonisées par les herbes hautes et les corbeaux. Et les anciens disaient que même le vent changeait de voie en passant au-dessus des eaux. Ainsi, l'impact ne fut pas seulement spirituel mais aussi social, marquant la mémoire collective. Le pont devint un lieu interdit, chargé d'un souvenir que personne n'osait nommer à haute voix. Les récits transmis par les survivants s'enrichirent de détails, vrais ou inventés, mais persistants. La malédiction prit racine dans la culture locale, devenant plus forte que la vérité historique. Et dès lors, Oirambushi ne fut plus un passage, mais une cicatrice vivante dans le paysage. Très vite, les villageois forgèrent des récits pour expliquer l'horreur, donnant voix aux disparus. On racontait que les courtisanes revenaient chaque nuit, marchant sans fin sur le pont désert. Leur rire lointain flottait dans l'air, confondu avec le sifflement du vent sur les cordages. Certains disaient que l'eau reflétait parfois des visages maquillés fixant l'observateur immobile. Ainsi naquirent les premières histoires, mi-murmures de peur, mi-prières déguisées en légendes. Les anciens affirmaient que quiconque traversait après le crépuscule n'en ressortait plus indemne. Des silhouettes de femmes auraient été vues se pencher au-dessus du vide pour guetter les vivants. Leurs ombres, trop nettes sous la lune, ne correspondèrent pas aux voyageurs aperçus sur le pont. Les enfants rapportaient entendre des pas derrière eux, disparaissant dès qu'ils se retournaient. La rumeur fit du lieu non pas un passage, mais une frontière hantée entre chair et souvenir. Les histoires circulaient de maison en maison, amplifiées par les hivers longs et les veillées. Chaque génération ajoutait un détail, un parfum, une chanson, une main glacée sur l'épaule. Les prêtres eux-mêmes hésitaient à nier ces récits, craignant de défier les âmes persistantes. Les hommes buvaient pour trouver le courage de parler des bruits étranges venus des collines. Et les femmes se transmettaient entre elles des prières secrètes pour détourner la malédiction. Avec le temps, ces légendes se gravèrent dans la mémoire collective comme une vérité tacite. Oirambushi devint non seulement un lieu, mais un récit vivant transmis par la peur et l'oubli. Chaque murmure répété nourrissait la conviction qu'un crime ancien n'était jamais effacé. Et le pont,
déjà fragile, se chargea de voix invisibles qui pesaient plus lourd que la pierre. Certains disaient que ces cordages vibraient seuls, comme frappés par des mains invisibles. Les premiers témoignages consignés parlent de rires féminins perçant la nuit au bord du Tenryū. Ces sons semblaient surgir de l'eau elle-même, portés par les remous comme des chants noyés. Les pêcheurs rapportaient que leurs filets se remplissaient d'échos au lieu de véritables poissons. Les voyageurs effrayés affirmaient entendre des conversations étouffées sous la surface mouvante. Ainsi, la rivière devint pour tous une bouche parlante, où chaque vague charriait une voix brisée. Les récits collectés au fil des années évoquent des chœurs invisibles résonnant dans les collines. On disait que ces voix appelaient les passants par leur nom, comme pour les attirer vers le bord. Certains affirmaient que des réponses humaines se perdaient dans l'air sans jamais revenir. Le vent se mêlait aux rires, créant une symphonie troublante qui glaçait le sang des auditeurs. Ces phénomènes étaient décrits comme trop réguliers pour être de simples illusions sonores. Les moines interrogés notaient que les rires cessaient brusquement au premier rayon du jour. Ils insistaient sur le fait que les âmes prisonnières ne parlaient qu'à ceux qui doutaient déjà. Les plus pieux affirmaient que ces voix étaient des supplices, écho d'un rituel impie oublié. Les autorités locales tentèrent d'étouffer ces rumeurs, mais nul décret ne put faire taire le fleuve. Chaque génération rapporta ces sons avec des détails croissants, nourrissant la croyance. Le Tenryū devint un théâtre sonore où le passé semblait continuer sans fin son œuvre funèbre. Les voyageurs de l'époque Edo notèrent la peur palpable qui s'abattait au crépuscule. Le rire des Oiran trahis n'était pas seulement mémoire, mais présence vive dans le paysage. Même les chevaux s'arrêtaient net, refusant d'avancer quand les voix montaient de la rivière. Et les villageois répétaient que l'eau parlait, mais qu'elle ne disait que des choses interdites. Les récits les plus anciens parlent de silhouettes féminines visibles au clair de lune sur le pont. Elles avançaient lentement, comme guidées par un fil invisible, puis disparaissaient sans bruit. Les témoins affirmaient que leurs kimonos semblaient flotter, portés par un vent inexistant. Leurs pas résonnaient parfois dans le bois, bien que nul poids réel n'alourdit la passerelle. Ces visions furent décrites avec des détails trop constants pour n'être que simples illusions. Les villageois disaient qu'au crépuscule, plusieurs ombres traversaient ensemble en procession. Leurs formes s'allongeaient dans l'air, se confondant avec les cordages du pont suspendu. Les observateurs terrifiés parlaient de mouvements synchrones, comme un rituel répété. Certains jurèrent avoir aperçu des visages maquillés, effacés aussitôt par les ténèbres. Ces témoignages, colportés en secret, firent du lieu un théâtre de fantômes visibles. Les voyageurs venus de loin consignèrent ces apparitions dans leurs carnets fragiles de papier. Leurs notes décrivaient des femmes marchant au-dessus du vide, ignorées des soldats postés. Les moines, sceptiques d'abord, finirent par admettre des phénomènes contraires à la raison. On évoqua des processions sans fin, condamnées à rejouer éternellement leurs derniers pas. Le pont devint alors plus qu'un passage. Il fut considéré comme un couloir vers l'au-delà. Mais les récits ajoutent un détail troublant. Les ombres disparaissaient toujours au centre. Jamais elles n'atteignaient l'autre rive, comme si un gouffre invisible les avalait encore. Certains jurèrent entendre un dernier rire avant que les silhouettes ne s'effacent brusquement. Les nuits d'hiver, la brume amplifiait ces visions, donnant au pont une allure spectrale, et les habitants répétaient qu'Oirambushi ne portait plus de vivants, seulement des reflets. Les anciens racontaient ces histoires aux enfants, non comme légende, mais comme avertissement. Chaque détail se transmettait avec soin, gravé dans la mémoire collective comme vérité sacrée. Les veillées d'hiver devenaient des séances où les voix tremblantes rappelaient la nuit du pont. On disait que répéter le récit empêchait les âmes perdues de s'approcher des maisons. Ainsi, la peur fut intégrée au quotidien, transformée en rituel de survie transmis sans fin. Les générations suivantes ajoutèrent des images, façonnant un récit de plus en plus sombre. Certains ajoutaient des parfums de fleurs, d'autres des chants portés par le vent de la vallée. Le conte devint une mosaïque, où vérité et invention s'enchevêtraient en une mémoire commune. Les enfants grandissaient en croyant qu'Oirambushi n'était pas un pont, mais une plaie vivante. Et nul ne doutait que la répétition des mots entretenait l'existence de la malédiction. Les archives locales révèlent que même les autorités consignaient ces rumeurs dans leurs registres. Elles y figuraient comme faits sociaux, preuve que la peur structurait la vie de tout un peuple. Les prêtres eux-mêmes intégraient des prières spéciales dans les rituels saisonniers du village. Les récits se faisaient entendre dans les marchés, transmis entre deux échanges silencieux. Ainsi,
Le pont dépassait sa nature de bois et de cordage pour devenir récit religieux. Les témoins du XIXe siècle notèrent que les villageois parlaient encore comme au temps du drame. Ils répétaient les mots de leurs ancêtres avec une précision qui glaçait les voyageurs. Chaque génération réinventait la nuit du massacre comme si elle venait de se produire. Les historiens modernes considèrent cette continuité comme une preuve de mémoire traumatique. Et jusqu'à aujourd'hui, le récit se perpétue, vivant comme une cicatrice transmise par le sang. Dès le crépuscule, plus aucun habitant n'osait s'approcher du pont suspendu au-dessus du Tenryū. Les pas ralentissaient quand les routes menaient dans sa direction, comme freinées par une peur sourde. Les récits affirmaient qu'au coucher du soleil, les cordes vibraient seules comme si elles respiraient. Les voyageurs pressaient le pas pour traverser avant l'obscurité, redoutant d'y rester coincés. Ainsi, le pont devint moins un passage qu'une frontière invisible redoutée par tous les vivants. Les enfants recevaient l'interdiction stricte d'approcher le fleuve quand la nuit commençait à tomber. Les berges étaient désertées, livrées aux corbeaux et aux brouillards lourds venant des vallées. On affirmait que les ombres s'épaississaient au centre du pont, refusant de laisser voir la rive. Certains disaient que la brume y formait des silhouettes féminines alignées dans le silence. Cette conviction transforma l'endroit en lieu tabou, marqué par la peur et le respect forcé. Les rares courageux qui tentaient de traverser rapportaient des phénomènes étranges et précis. Des bruits de pas s'ajoutaient aux leurs, comme si plusieurs personnes les suivaient de près. Des rires étouffés semblaient surgir de l'eau, montant jusqu'au bois craquant sous leurs pieds. Les lanternes s'éteignaient mystérieusement au milieu, plongeant tout dans une obscurité totale. Beaucoup disaient qu'ils traversaient seuls, mais revenaient persuadés d'être observés. Avec le temps, la tradition locale fixa une règle. Nul ne franchit Oiranbushi après la nuit. Cette interdiction devint coutume, respectée même par les guerriers de passage dans la vallée. Les générations transmirent l'habitude comme une loi tacite, jamais écrite mais toujours suivie. Le pont fut ainsi isolé, figé dans le rôle d'un sanctuaire maudit interdit à la marche humaine. Et chaque nuit, les collines résonnaient de rumeurs, confirmant que le lieu restait habité. Les témoignages recueillis parlent de voyageurs persuadés d'être suivis au milieu du pont. Leurs pas réguliers étaient soudain doublés par un écho trop lourd pour être simple résonance. Certains affirmaient sentir une présence proche, respirant derrière eux dans le brouillard épais. Leurs lanternes tremblaient, projetant des ombres multiples qui se mouvaient indépendamment. Le vide sous leurs pieds semblait amplifier ce cortège invisible. Marcheurs sans corps ni visage. Les récits évoquent des bruits clairs de sandales sur le bois, parfaitement synchronisés aux leurs. Quand ils s'arrêtaient, le son persistait encore, avançant quelques pas de plus dans le silence. Cette impression glaçante d'être accompagné fit naître la conviction que le pont gardait des âmes. Beaucoup choisirent de rebrousser chemin, incapables de supporter ce fardeau sonore oppressant. Certains, plus téméraires, traversèrent en courant, jurant ne plus jamais revenir sur Oiranbushi. Les archives orales décrivent des voyageurs revenus pâles, incapables d'expliquer leur frayeur. Ils disaient qu'une main invisible avait frôlé leur épaule au milieu du passage suspendu. D'autres affirmaient avoir senti un souffle glacé dans leur nuque, alors qu'il n'y avait pas de vent. Un récit mentionne même un homme tiré brutalement en arrière sans que rien ne le touche. Ces phénomènes renforcèrent l'idée que le pont était devenu couloir pour esprits errants. Avec le temps, ces récits se multiplièrent, ancrant la légende dans une terreur concrète. Les voyageurs se signaient avant d'avancer, murmurant des prières pour détourner les voix. Les prêtres tentèrent d'exorciser le lieu, mais dirent eux-mêmes avoir senti ces pas étrangers. Les habitants, eux, n'approchaient de plus jamais, laissant le pont à ces fantômes marcheurs. Et la conviction resta, quiconque traverse Oiranbushi n'est jamais vraiment seul dans la nuit. Les chroniques de l'époque Edo mentionnent Oiranbushi comme un lieu que nul ne traversait serein. Les voyageurs notaient des phénomènes étranges, brume soudaine, échos persistants, rires voilés. Certains écrivaient que les lanternes s'éteignaient d'elles-mêmes au centre de la passerelle. D'autres décrivaient des ombres féminines se reflétant dans l'eau sans corps réel au-dessus. Ces observations consignées renforcèrent la conviction d'un lieu maudit enraciné dans l'histoire. Les poètes itinérants, fascinés, consignèrent ces récits dans des haïkus aux accents funèbres. Ils décrivaient des voix féminines confondues avec le vent glacial descendant des collines. Les écrits conservés évoquent des voyageurs retrouvés morts, figés de terreur au bord du pont.
Leurs traits marqués par l'effroi étaient aperçus comme la preuve d'une présence insoutenable. Ainsi, les archives de l'époque Edo unirent poésie et terreur dans une même mémoire. Les seigneurs locaux eux-mêmes notaient dans leurs rapports l'inquiétude persistante des foules. Certains interdisaient le passage nocturne, reconnaissant le danger au-delà de la superstition. Les registres militaires mentionnaient des patrouilles refusant de franchir Oiran-Bushi. La peur était telle que l'armée elle-même dut adapter ses trajets pour éviter le lieu maudit. Ainsi, la légende franchit le cadre des rumeurs pour entrer dans les documents officiels. Les voyageurs étrangers de passage au Japon consignèrent aussi la réputation de la vallée. Ils rapportèrent des récits locaux, décrivant le pont comme porte d'entrée vers les enfers. Les missionnaires chrétiens notèrent que les habitants associaient Oiran-Bushi à un purgatoire. Chaque récit transmis élargissait la portée de la malédiction au-delà des frontières régionales. Et l'époque Edo consacra définitivement Oiran-Bushi comme théâtre d'une peur immortelle. Au XXe siècle, des chercheurs en folklore revinrent sur les récits persistants autour du pont. Ils collectèrent les témoignages des habitants, notant la précision troublante des détails transmis. Certains rapportaient encore des rires étouffés, d'autres des pas audibles sur le bois déserté. Les enquêtes révélèrent que la peur du lieu persistait intacte malgré les siècles écoulés. Les chercheurs conclurent qu'Oiran-Bushi demeurait une mémoire vivante plus qu'une simple légende. Les anthropologues étudièrent la transmission orale, fascinés par sa résistance au temps. Ils remarquèrent que chaque génération répétait les mêmes images avec une constance absolue. Le rire féminin, la brume mouvante, les silhouettes floues revenaient dans tous les récits. Cette uniformité fit naître l'hypothèse que les témoins décrivaient plus qu'une superstition. Ainsi, le folklore fut classé comme phénomène collectif, au croisement du mythe et du réel. Les folkloristes consignèrent aussi des croquis, silhouettes sur le pont, lanternes renversées. Ces dessins, réalisés à partir de témoignages oraux, semblaient apporter une vérité visuelle. Des enregistrements sonores furent tentés, captant parfois des bruits inexpliqués dans la nuit. Le silence, interrompu par des craquements soudains, glaçait les chercheurs eux-mêmes. Ces archives, conservées, donnèrent une forme tangible à une peur longtemps intangible, mais certains rapportèrent des faits plus troublants encore durant leurs enquêtes de terrain. Un chercheur affirma avoir senti des pas derrière lui, exactement comme les récits anciens. Un autre décrivit un rire féminin enregistré sur bande, bien qu'aucune femme ne soit présente. Ces anomalies furent rarement publiées, craignant de discréditer les recherches universitaires. Ainsi, même la science, en s'approchant, sembla confirmer que le pont gardait un secret vivant. À partir des années d'après-guerre, Oiran-Bushi attira des visiteurs fascinés par son histoire sombre. Les rumeurs de rires nocturnes et de silhouettes spectrales alimentèrent un attrait inquiétant. Des curieux parcouraient la vallée pour éprouver eux-mêmes le frisson promis par les récits. Le pont devint ainsi un lieu de pèlerinage morbide, recherché pour ces phénomènes étranges. Certains repartaient terrifiés, d'autres revenaient avec la conviction d'avoir vu l'impossible. Les guides locaux inventaient des versions plus dramatiques pour séduire les voyageurs avides. Ils racontaient des processions d'ombres visibles seulement à minuit, entre deux souffles du vent. Des récits enjolivés circulaient, renforçant la réputation du pont comme portail vers l'au-delà. Le folklore se mêlait au commerce et les histoires devenaient un spectacle macabre répété. Ainsi, la malédiction se transforma en attraction, tout en conservant son poids de terreur. Les photographes cherchaient à capturer des preuves visuelles, fixant brumes et reflets troublants. Des clichés montrèrent parfois des formes humaines floues, expliquées comme défauts techniques. Mais certains affirmèrent voir des visages distincts se dessiner dans l'ombre des cordages. Ces images circulèrent dans des journaux locaux, renforçant la fascination autour du lieu. La frontière entre investigation sérieuse et curiosité morbide devint de plus en plus floue. Le tourisme noir fit croître l'économie de la région, malgré la peur persistante des habitants. Les villageois voyaient affluer des étrangers, attirés non par la beauté mais par la malédiction. Beaucoup désapprouvaient, affirmant que chaque visiteur réveillait davantage les voix enfouies. Pourtant, la vallée vécut de ce commerce macabre, piégé entre profit et mémoire douloureuse. Et Oiran-Bushi demeura à la fois une cicatrice et une vitrine offerte aux yeux avides du monde. Les historiens modernes rapprochent Oiran-Bushi d'autres récits de femmes sacrifiées aux armées. Au fil des guerres, les courtisanes furent souvent utilisées comme monnaie d'échange politique. Elles servaient de tribus imposées,
offertes puis détruites quand elles devenaient encombrantes. Les chroniques du Sengoku révèlent d'innombrables destins brisés par la logique militaire. Ainsi, Oiranbuchi ne fut pas isolé, mais partie d'un cycle de violences faites aux femmes. Les archives mentionnent des villages entiers où les femmes furent offertes pour apaiser l'ennemi. Dans certaines batailles, elles furent conduites comme boucliers humains sur les routes sanglantes. D'autres furent jetées vivantes dans les rivières, sacrifices censés protéger les forteresses. Ces pratiques, loin d'être exceptionnelles, étaient décrites comme nécessité stratégique. La guerre féodale ne laissait aucun espace à la dignité de celle piégée dans son engrenage. Oiranbuchi devint emblématique car la mémoire locale conserva l'événement avec insistance. Là où d'autres tragédies furent effacées, ce pont resta le théâtre permanent de la trahison. Les voix, les rires et les ombres répétèrent le souvenir d'un crime jamais réellement effacé. La mémoire collective choisit ce lieu pour incarner toutes les douleurs semblables du Japon. Ainsi, l'histoire des Ouarans trahis devint miroir des souffrances féminines passées sous silence. Les chercheurs soulignent que la malédiction symbolise l'accumulation des sacrifices oubliés. Chaque récit local fait écho à un réseau de douleurs qui dépasse la vallée de Yamanashi. L'horreur d'Oiranbuchi s'inscrit alors comme témoignage d'une mémoire nationale plus vaste. La rivière Tenryū devint non seulement tombe, mais métaphore des femmes effacées par l'histoire, et ce pont resta figé comme cicatrice visible d'un mal profondément enraciné dans la guerre. Aujourd'hui encore, les habitants évitent de nommer Oiranbuchi une fois la nuit tombée sur la vallée. Ils parlent du lieu comme d'une frontière, persuadés qu'un mot suffit à réveiller les voix enfouies. Les voyageurs modernes rapportent des sensations oppressantes dès l'approche du vieux pont. Certains affirment entendre des rires étouffés dans les enregistrements pris au bord du Tenryū. Ainsi, le présent n'a pas effacé la peur. Il l'a simplement adapté à la mémoire contemporaine. Les curieux, utilisant des caméras, affirment capter des ombres nettes au milieu de la passerelle. Des silhouettes apparaissent, puis disparaissent, sans explication technique satisfaisante. Des bruits de pas isolés résonnent encore, confirmant les récits transmis depuis des siècles. Des témoins racontent avoir senti des mains glacées frôler leurs épaules dans la brume épaisse. Chaque témoignage renforce la conviction qu'Oiranbuchi n'est pas qu'un souvenir, mais une présence. Les archives modernes rassemblent ces anomalies dans des rapports jugés embarrassants. Les chercheurs hésitent à publier, craignant d'être accusés de nourrir des superstitions locales. Pourtant, les preuves visuelles et sonores s'accumulent, défiant les explications rationnelles. Le lieu persiste comme une énigme, oscillant entre patrimoine folklorique et mystère vivant. Ainsi, la malédiction continue d'échapper à la distinction claire entre mythe et réalité. Les villageois affirment que l'eau conserve encore aujourd'hui les voix des courtisanes perdues. Certains disent qu'au printemps, les fleurs tombées des cerisiers flottent comme des kimonos. Les touristes eux-mêmes repartent convaincus d'avoir traversé une cicatrice vivante du passé. Le pont demeure une plaie ouverte, où l'histoire et le présent continuent de s'entrelacer. Et chaque nuit, Oiranbuchi rappelle que certaines blessures ne se ferment jamais vraiment. Les historiens modernes hésitent à classer Oiranbuchi entre faits établis et légendes populaires. Les archives confirment un massacre, mais les voix et rires échappent aux preuves matérielles. La frontière entre mémoire et invention reste floue, nourrie par la peur des générations entières. Les chercheurs parlent d'un mythe vivant, perpétué par la transmission orale obstinée. Ainsi, l'histoire et le folklore se mêlent, formant un tissu indissociable dans la vallée. Les documents militaires attestent du transfert forcé, mais se taisent sur la nuit du pont. Ce silence volontaire entretient le doute, omission stratégique ou effacement délibéré. Les folkloristes y voient un signe que l'État craignait de reconnaître un rituel de trahison. Les habitants, eux, affirment que l'absence d'écrit prouve la puissance du témoignage oral. La vérité demeure suspendue, coincée entre registres lacunaires et récits terrifiés. Les voyageurs contemporains oscillent entre fascination historique et peur viscérale. Certains considèrent Oiranbuchi comme simple vestige, d'autres comme cicatrice vivante. Les médias modernes présentent l'affaire comme un mystère insoluble du Japon féodal. Chaque nouvelle enquête alimente la confusion, renforçant l'épaisseur du mythe ancien. Ainsi, Oiranbuchi reste un lieu où l'incertitude fait partie intégrante de son identité. Au final, la mémoire collective a construit une vérité plus forte que l'histoire officielle. Les rires, les ombres et les pas entendus prolongent un récit que nul ne peut effacer. Le fleuve lui-même est devenu archive.
gardien d'une parole inatteignable pour les hommes. Oirambuchi se tient encore comme une passerelle entre réel et invisible, fait et croyance. Et nul ne peut trancher. Est-ce un mythe grandissant ou une histoire mal enterrée? Certains chercheurs concluent que Oirambuchi fut seulement un épisode brutal de l'histoire féodale. Ils réduisent les récits à des superstitions nées de la peur collective et des mémoires rurales. Mais cette explication rationnelle ne suffit pas à apaiser la densité des témoignages transmis. Les rires dans la brume, les pas sur le bois et les visages dans l'eau défient l'oubli académique. Ainsi, le lieu résiste, refusant de disparaître derrière l'étiquette commode d'une légende. D'autres avancent l'idée que la tragédie fut amplifiée par un rituel destiné à effacer des dettes. Les courtisanes auraient été offertes non seulement comme victimes, mais comme serment sanglant. Cette hypothèse explique le silence militaire, dissimulant un acte volontaire de purification. Si tel fut le cas, le pont devint un autel, et la rivière le témoin d'une liturgie inavouable. Et l'écho persistant serait moins une mémoire qu'un serment jamais brisé par le temps. Les habitants, eux, affirment que la rivière n'a jamais rendu les voix, seulement leur présence. Pour eux, chaque bruit de pas nocturne n'est pas symbole, mais preuve d'une continuité vivante. Les générations se succèdent, mais les récits gardent une unité qui défie l'érosion du temps. Le Tenryu, grondant, parle encore pour celles que les archives ont tenté d'effacer à jamais. Ainsi, la frontière entre l'histoire et l'écho se dissout dans le souffle glacé des vallées. Alors, reste la question, crime oublié ou écho éternel, effacement ou survivance des victimes. Oirambuchi continue d'exister comme cicatrice, où chaque pas devient un rappel obsédant. Le pont ne transporte plus de vivants, mais il demeure passage pour les mémoires invisibles. Et les voix qu'on dit entendre prouvent peut-être que l'histoire n'a jamais été close ici. La vallée garde son secret, comme si le fleuve refusait encore de prononcer la vérité ultime. Et toi, oserais-tu traverser Oirambuchi de nuit en sachant que chaque pas peut réveiller leur voix? Dis-le nous dans les commentaires, et raconte-nous depuis quel pays tu nous écoutes ce soir. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like pour soutenir nos enquêtes dans l'ombre de l'histoire. N'oublie pas, certains ponts n'oublient jamais ceux qui ont osé les franchir.